pourquoi un colloque sur d'Alembert? Pourquoi un colloque? D'abord parce que l'Académie a besoin de montrer qu'elle diffuse l'information et la connaissance au public qui est à la fois le public, grand public, mais aussi également vis-à-vis d'étudiants ou même vis-à-vis des collégiens. Pourquoi d'Alembert? Pourquoi d'Alembert? D'Alembert était un humaniste, comme l'on sait, du siècle des Lumières, et c'est son 300e anniversaire. J'ai dit qu'il était un humaniste, mais c'était aussi un très grand scientifique. Donc il apporte à la fois la partie scientifique et la partie de philosophie correspondante. Oui, alors il est assez inhabituel d'associer une exposition à un colloque. Néanmoins, dans ce cas particulier, étant donné que le colloque était censé porter sur la science et toutes les autres disciplines qui entourent les sciences, il nous a paru utile d'y associer une exposition, dans la mesure où on savait qu'il y avait un certain nombre de matériels, aussi bien documentaires que de matériel d'exposition, disponibles dans les fonds de nos bibliothèques universitaires. Donc les documents qui sont présentés à l'exposition, qui sont des documents qui proviennent de toutes les bibliothèques universitaires de Montpellier qui ont des fonds patrimoniaux, sont des documents qui ont été choisis bien sûr pour leur intérêt dans l'exposition, parfois pour leur caractère rare, puisqu'il y a des manuscrits, il y a des documents annotés par l'auteur ou le possesseur, on a cherché à montrer la richesse et la diversité de cette problématique autour d'Alembert, des sciences et des Lumières et de l'encyclopédie. On aurait bien aimé montrer à la fois la partie XVIIIe siècle, la Lumière, et puis les prolongements. Malheureusement, il y avait relativement moins de matériel sur les siècles suivants que sur le XVIIIe siècle. Donc, nous aurions aimé que l'exposition soit focalisée essentiellement sur la suite d'Alembert, sur tout ce que d'Alembert et les Lumières ont apporté à la science moderne et même à la science future. Mais pour des questions techniques, ça n'a pas été possible. Et donc on a beaucoup de documents relatifs au XVIIIe siècle et il a fallu nous-mêmes préparer quelques documents relatifs au XXe, XXIe siècle. Au total, l'exposition présente bien plus que des livres. Elle présente donc des ouvrages imprimés, des manuscrits, des objets scientifiques tels qu'une planche d'herbier du XVIIIe siècle, de nombreux objets et magnifiques objets d'astronomie, également du XVIIIe ou du XIXe siècle, quelques autres objets comme des diapasons ou des objets de chimie, de verrerie, de chimie du début du XXe siècle, et même quelques objets du XXIe siècle, tels que la caméra acoustique par exemple. Vous n'avez pas eu peur du côté un petit peu, je dirais, rébarbatif des documents présentés à des jeunes? C'est la raison pour laquelle on aurait souhaité orienter l'exposition davantage sur la modernité. Il y avait quand même dans cette exposition quelques objets du présent. Il y avait des posters et il y avait quelques objets. Et il y avait également un film. Il y a un certain nombre de films dont l'atterrissage de Montpellier sur Mars. Je ne sais pas si on peut dire amarcissage, mais en tout cas, c'était pour montrer à quel point, finalement, l'évolution depuis d'Alembert
s'est poursuivi avec certes des ruptures, avec des gros changements, mais en même temps, il y a un héritage qui perdure jusqu'à nos jours. Bienvenue à l'exposition L'Arbre des Savoirs, Encyclopédie, Lumière d'Alembert et l'évolution des sciences. Vous savez que l'édition de l'encyclopédie, c'était la plus grande entreprise du XVIIIe siècle. Ce qui est intéressant, qu'au début, cette édition, elle était conçue comme simple traduction de l'encyclopédie de Ephraim Chambers, qui est apparue à Londres en 1728, en 2 volumes. Mais bientôt, l'affaire a pris une ampleur inattendue, parce qu'en 1747, c'est Diderot et d'Alembert qui ont commencé à participer à cette affaire. Donc, ils ont passé 3 ans à traduire les différents articles, et après ces 3 ans de travail, en 1750, Diderot écrit le prospectus où il explique comment ça va se dérouler un peu le travail sur l'encyclopédie. D'ailleurs, d'après lui et d'après ce prospectus, il a été prévu 10 volumes, dont 2 volumes de planches. La diffusion de l'encyclopédie se faisait par la souscription, pardon. On a eu vraiment un grand succès, parce que, en fait, au lieu de 1625 exemplaires prévus initialement, en fait, il a été imprimé 4000 exemplaires de l'encyclopédie. Et donc, il faut remarquer que l'édition de volumes de planches et volumes de texte se faisait séparément. D'abord, c'était le volume de texte, donc le premier volume apparaît en 1751, et donc le dernier, donc les 10 derniers, disons, parce que bon, c'était encore une autre aventure, apparaît en 1765. Quant au volume de planches, donc le travail sur ces volumes compte 10 ans de travail, donc entre 1762 et 1772. Donc devant vous, vous voyez les 2 volumes. Un contient les articles, d'ailleurs c'est le premier volume, donc, et l'autre c'est le volume de planche. Donc vous êtes venu ici à l'exposition pour chercher et trouver les réponses qui se trouve dans votre questionnaire. Donc, sachez que vous les trouverez, ces réponses, dans le panneau, dans les textes explicatifs. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Quels sont les impératifs de conservation que vous avez? C'est vrai qu'on a une grosse responsabilité, puisque ces documents nous ont été confiés par les générations précédentes, et que notre responsabilité est bien de leur faire poursuivre leur vie aussi longtemps que possible, et tout en les faisant connaître, mais en même temps en les protégeant. Donc l'exposition, c'est un moment assez important et un peu critique dans la vie d'un document, puisqu'il faut absolument que à la fin de l'exposition, il ne soit pas en plus mauvais état qu'avant. Il y a un aspect esthétique, et cet aspect esthétique, il est au service du fond. Donc le but, c'est pas seulement de faire une décoration, mais de faire quelque chose qui amène à ce que le visiteur se penche à la fois sur les cartels, sur les objets, etc. De toute façon, pour monter une exposition, c'est jamais tout seul. Avec Hélène Laure-Blanchet, on a eu plusieurs réunions, et petit à petit, bon, après il y a des contraintes effectivement, et des contraintes de lieu, des contraintes de lumière, des contraintes de possibilités d'objets. La scénographie, bon, une scénographie, c'est une mise en scène. Voilà, c'est-à-dire c'est une organisation dans l'espace des objets avec différents éléments. Alors ça peut être la couleur, c'est assez souvent la couleur, ça peut être la lumière. Bon, ici il y a des contraintes qui sont les contraintes du bâtiment qui est classé monument historique, donc
inévitablement, au niveau lumière, c'est toujours le problème pour mettre des choses en place. Mais bon, le cadre est très beau, les belles salles voûtées, donc tout ça, ça fait valoir en même temps quelque chose d'une mise en scène. Voilà, donc il y a ça, il y a les dispositions des socles aussi, puis l'espace de déplacement. Et l'espace de déplacement est très important autour des objets, parce que c'est celui-là qui va donner au niveau corporel, au niveau sensitif, qui va donner quelque chose qui va faire que la personne va s'intéresser plus ou moins à un objet. Une graphiste qui a mis en scène les roll-up, là, les maximums d'informations. Voilà. Après, il y a quelque chose aussi de ludique. Hein, par exemple, pour les diapasons, il y avait 4 diapasons, et ça c'est l'objet ludique. Voilà, ces 4 diapasons qui sont mis en scène un peu à part des autres. Ceux-là, on peut les faire sonner, etc. Donc ça, cet aspect aussi est important, parce qu'il soustrait le visiteur à quelque chose de trop marqué à un moment donné dans l'exposition. Ça lui permet de soulager sa concentration, il va passer à quelque chose de plus ludique, et ensuite il revient à quelque chose de... Donc il revient un peu avec un esprit apaisé, un peu neuf, quoi, de vitrine en vitrine. En fait, voilà, c'est un moyen de faire passer l'info, quoi. Quelle est, vous, madame, donc, votre motivation pour amener des élèves dans cette exposition? Alors déjà, c'est un prolongement de mon cours, puisque en 4e, on étudie les philosophes des Lumières et la pensée de ces philosophes. Ensuite, c'est un moyen pour eux de venir à Montpellier et de découvrir le Montpellier du XVIIIe siècle, avec toute la richesse qu'il y a dans cette ville à cette époque-là, et puis d'être en contact concret avec des œuvres, avec des planches, avec des objets du XVIIIe. Alors on est situé à 18 km de Montpellier, dans ce qu'on appelle une commune périurbaine, on vient de Montarnous. Bon, c'est la deuxième fois que vous venez. Quelle était la réaction de vos élèves après leur première visite? Alors après la première visite, ils ont trouvé ça assez compliqué en fait à utiliser comme exposition. Ils ont eu, peut-être parce que le livret que nous leur avons fourni ne suivait pas l'ordre des salles que vous aviez proposées, donc ils ont trouvé ça très compliqué au départ, mais en même temps, ils ont été touchés de voir des ouvrages de l'époque. Par contre, ça a fait écho à leur cours. Leur cours a pris une autre dimension à la suite de cette visite. Ils ont retenu des choses, ils ont retenu surtout les objets. Les objets les ont impressionnés. Mais la semaine dernière, on avait fait un travail sur un artiste contemporain, Shepard Fairey, qui est exposé à Pierre-Vive. Et le lien qu'on avait tissé entre ces deux époques, c'était l'aspect contestataire et de résistance, en fait, et contre un ordre établi. Donc ça, les élèves l'avaient bien vu. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette expo? On peut les voir réellement. Et voir quoi? L'encyclopédie, les plaques et tout ça. Les plans. Ce qui s'est passé avant. Avant quoi? Ben avant nous. Ouais, alors donc ça veut dire qu'il y a des gens qui réfléchissaient avant vous? Oui, voilà. Bon, avant l'encyclopédie aussi, hein. Alors, dans votre questionnaire, par exemple, qu'est-ce qui vous a intéressé dans le questionnaire? Quel est le point essentiel de la méthode scientifique de d'Alembert? Son point essentiel est de percevoir la pensée scientifique et philosophique singulière. C'est d'inventer toujours plus de choses. Voilà. La science ne fait pas qu'inventer, elle observe d'abord. Elle regarde, elle observe et puis après elle s'adapte en fonction. De quoi? Des époques. Des progressions d'un philosophe. En médecine. Oui, un peu en médecine, en oui. astronomie. Ils ont calculé combien il y avait de distances entre la Terre et la Lune. La botanique et tout ça aussi. Voilà. Les plantes. Les plantes, c'est-à-dire l'observation des plantes qui était importante. Ils ont découvert d'autres pays, donc les scientifiques, par exemple comme Bougainville ou des choses comme ça, ils ont ramené des plantes. Elle est bien... Elle éclaire bien tous les livres, etc. La lumière est un ennemi du livre, donc le lieu lui-même, les fenêtres, déjà toutes les fenêtres sont protégées par des filtres anti-UV qui diminuent déjà fortement l'importance du rayonnement UV. Puis surtout, toutes les vitrines sont protégées par des housses pendant toute la période où l'exposition n'est pas ouverte, c'est-à-dire tous les soirs on remet les housses et on les enlève le lendemain à l'heure d'ouverture.
Et même s'il y a des moments où, selon la façon dont le soleil tourne, il peut porter légèrement à un moment sur une des vitrines, on place la housse de manière à la protéger du soleil, à protéger donc les ouvrages qui sont dedans du soleil, mais en laissant bien sûr voir qu'il faut aller voir dessous, et donc à ce moment-là le visiteur n'a qu'à pousser un tout petit peu la housse pour se rendre compte de ce qu'il y a dessous. Ben aussi, j'aime bien toucher tout, parce que là on peut pas toucher, du coup on peut pas voir. Ça change quoi s'ils sont pas abîmés? On peut les toucher. Alors c'est vrai que dans les vitrines, ils ne pouvaient pas les toucher. C'est un petit peu frustrant d'ailleurs d'exposer des livres, parce qu'on a tous envie de tourner les pages, et qu'une fois qu'ils sont exposés, seule la double page exposée est visible. Donc c'est vrai que je pense que c'est une tentation qui existe dans d'autres expositions où ça se prêtait plus. On avait fait presque des faux livres pour qu'on puisse toucher quelque chose. Là, on était plus sur du contenu, donc c'était moins intéressant. Ceci dit, nous avions reproduit en grand format un certain nombre de planches, justement pour permettre un contact plus proche. Il y avait quelques objets qui pouvaient être touchés, dont les diapasons par exemple, puisqu'on pouvait tester le diapason avec un petit marteau. Voilà. Là, on a laissé les mêmes doubles pages exposées pendant toute la durée de l'exposition. En principe, sauf dans des cas de documents extrêmement rares et précieux et fragiles, une durée de 2 mois est tout à fait acceptable pour laisser les mêmes pages exposées. Un peu ce que viennent faire ces jeunes gens. Alors, ce sont des étudiants de licence, ils sont en 3e année de licence. Donc ils sont dans une licence pluridisciplinaire, pour laquelle l'intérêt de travailler dans une exposition comme celle-ci, c'est d'imaginer un dispositif pour une classe, soit du primaire, soit du collège, soit du lycée. Donc un accompagnement pour des élèves au sein de cette exposition. Donc c'est un travail historique, un travail scientifique, mais aussi un travail en lien avec l'esthétique qu'offre cette exposition. Donc il y a cette singularité-là, c'est un travail qu'ils font au sein de petits groupes. Donc c'est un dispositif d'un projet collaboratif, donc ils auront ensuite à soumettre à la fin de cette année. La mise en scène de l'objet et l'objet lui-même, selon comment il est mis en œuvre, si par exemple c'est des verres de laboratoire ou quelque chose, c'est la lumière qui va dégager, alors au sens métaphorique du terme, mais aussi au sens physique, qui va permettre aux visiteurs d'essayer d'accéder un petit peu plus loin et d'accéder en fait au fond même de l'objet, c'est-à-dire son fond à la fois utilitaire et intellectuel, c'est-à-dire le fond même de l'exposition. C'est la connaissance, c'est le savoir. Voilà. Non, l'esthétique, elle est là pour ça. Elle amène ça aussi. C'était un peu pour discuter la question de l'héritage de d'Alembert dans la science moderne. Alors sur la mathématisation, c'est une évidence. Tous les travaux d'hydrodynamique, par exemple, de mécanique, d'astronomie. Et je l'ignorais moi également sur la partie. Mais en même temps, quand on voit que la physique qui est attachée à tout ce qui concerne le son, c'est très proche finalement de l'hydrodynamique. Il y a vraiment des points communs d'un point de vue de la mathématisation, c'est pas étonnant. Alors c'est peut-être pas un héritage direct évidemment, mais enfin c'est des fondements. Voilà. En tout cas, quelqu'un comme Lagrange, alors là en mécanique, il dira, et on le voit bien dans sa mécanique analytique, qu'il est vraiment un héritier direct de d'Alembert. Quels sont les éléments esthétiques qui vous ont intéressé ici? Les éléments esthétiques. Déjà, il y a des tableaux d'art. Donc il y a des objets scientifiques, en même temps il y a de l'art, donc il y a un mélange un petit peu des deux. Après au niveau esthétique, je n'ai pas fait encore le tour de la question, le tour de l'expo, mais au niveau des œuvres, on remarque quand même qu'il y a un schéma, une page de garde qui se ressemble en fait. Toutes les œuvres en fait, elles ont à peu près la même police d'écriture, le même format de livre, etc. Donc il y a une certaine volonté d'uniformiser un petit peu tout ce savoir avec l'encyclopédie. Et dans le cadre de l'exposition proprement dite, il y a eu un souci aussi d'esthétique de la présentation.
Comment vous la trouvez, cette présentation? On voit qu'il y a quand même une salle un peu plus astronomie, et une salle un peu plus acoustique ici, et une salle au milieu qui fait le mélange entre les deux, avec les sciences générales, avec les critiques des encyclopédistes. On fait appel à un scénographe, un graphiste ou scénographe graphiste, enfin voilà, qui va proposer une mise en scène particulière en fonction du thème. Et les objets qui sont choisis, alors soit on lui impose des objets, soit une liste d'objets. Dans le cas présent, c'était une liste d'objets. On vient visiter l'exposition parce qu'on a un projet à faire. En fait, on doit organiser une visite guidée pour des enfants et dans le cadre de l'éducation. Et l'encyclopédie de d'Alembert, c'est le thème de l'exposition. Et l'encyclopédie regroupe vraiment tous les savoirs. Et nous, on est en sciences, on fait vraiment tout à partir des sciences. Donc l'encyclopédie, c'est intéressant parce que tout est décrit parfaitement. L'exposition a été organisée en partenariat avec l'université, en partenariat total. L'université qui nous a cédé ses locaux pour l'exposition, la mise à disposition de ses personnels, aussi bien de cadres que de techniciens, et l'organisation aussi du vernissage, et un petit financement. Je voudrais quand même souligner également, tout à l'heure on a parlé de nos partenariats, il y a quand même également un partenariat qui s'est fait avec la ville, puisque la ville a mis à notre disposition la salle dans laquelle le colloque a eu lieu, et il y a eu quand même quelques subsides qui sont arrivés et qui nous ont permis de réaliser ce colloque par lui-même. Nous on considère que le colloque et l'exposition forment un tout. Et puis ce tout, évidemment, coûte un certain nombre d'euros. Et pour financer cette opération, on a bénéficié du financement des institutions, donc de l'agglomération, de la région, du département, mais aussi d'institutions privées, donc Orchestra, Doc Santé, Hellénis. Alors on en vient un peu aux questions un peu plus pratiques. À peu près, vous avez combien de visites de jeunes et de visites de non-jeunes en fait? Donc en fait, on a eu à peu près 20 classes. Donc 4e, première, seconde, qui sont venus donc de différents collèges et lycées de Montpellier et des environs. On a eu jusqu'à même Anduze qui est venu, et qui sont donc 20 classes, c'est à peu près 30 élèves par classe, donc voilà. Et au total, on a eu à peu près un peu plus de 3000 visiteurs, on sera un peu moins de 3500 visiteurs. Dans le cadre de cette exposition, il était important que les élèves réfléchissent sur le sujet également. Donc, dans ces conditions, on a prévu qu'ils puissent faire de petits exposés écrits essentiellement et qui viennent apporter leur réflexion dans ce domaine-là, dans le domaine de cette philosophie, et même dans l'apport des sciences dans la mesure où ils en sont conscients. Et à partir de là, nous avons souhaité qu'ils puissent être remerciés en quelque sorte de leur effort. Et pour cela, nous avons créé le prix Pécriot qui s'adressera donc aux élèves des lycées et des collèges. Il y aura 3 prix. Un prix pour les lycées classiques et techniques, un prix pour les collèges et un pour les lycées professionnels. Chaque prix aura en réalité 2 prix, un premier prix de 700 € et un deuxième prix de 300 €. Et ça se fait en partenariat total avec l'académie, le rectorat de l'académie, aussi bien pour la partie Pécriot que pour l'organisation et la diffusion du colloque
et de l'exposition vis-à-vis des établissements qui ont permis à un certain nombre de classes de venir en particulier visiter l'exposition. Quels vont être les prochains colloques de l'Académie? Alors, le prochain colloque de l'Académie, essentiellement, grands colloques qui se font tous les 2 ans, les années impaires. Le prochain colloque sera vraisemblablement au mois de novembre, donc 2019, et portera sur le futur au sens général du terme. À côté de ces grands colloques, il y a chaque année des colloques d'une journée, et en particulier, je voudrais souligner que cette année, nous allons avoir le 15 mars, dans quelques jours, donc, un colloque à Toulouse qui portera sur l'agriculture du futur. Vous voyez que le futur fait forcément partie de notre pensée, de notre réflexion. Donc je disais agriculture du futur, mais ce colloque à Toulouse est fait en collaboration avec l'Académie des inscriptions et belles lettres de Toulouse, et dans ces conditions, elle fait suite au colloque qui a eu lieu l'année dernière, toujours en relation avec l'Académie de Toulouse, l'Académie des sciences, inscriptions et belles lettres, et non pas l'Académie des jeux floraux, avec lesquels on travaille par ailleurs, et qui avait été un véritable succès, puisqu'il avait sur une journée, on avait eu, je crois, 8 conférences de très grande valeur, avec un nombre de personnes qui y ont assisté, qui était extrêmement important. Donc ce colloque sur l'agriculture du futur montre bien la liaison que nous avons avec Toulouse dans le cadre de l'Occitanie. Il montre bien la relation que nous avons avec Toulouse dans le cadre de l'Occitanie. Ces relations ne sont pas simplement avec Toulouse, mais nous les retrouvons essentiellement avec l'Académie de Nîmes, notre voisine, et également dans le fait que nous avons des relations annuelles avec une autre académie, puisque nous allons rendre visite chaque année à une académie différente, en France essentiellement. Il faut dire aussi qu'on est sollicité pour d'autres événements ou colloques. Par exemple, on a été largement impliqué dans le colloque Montpellier la science, un passé prestigieux à tout pour l'avenir, qui s'est déroulé le 31 mars et le 1er avril dernier. On a été sollicité par la FAST, l'Association française pour l'avancement des sciences. Alors l'Académie des sciences de Montpellier s'ouvre énormément. Elle s'ouvre à la fois sur le milieu académique, mais ça c'est un petit peu traditionnel si j'ose dire, mais elle a comme but à l'heure actuelle, c'est de s'ouvrir beaucoup sur la ville et de donc faire le grand public d'une façon générale et de remplir complètement sa mission qui est la diffusion de la culture, la diffusion de la connaissance. Diffusion de la culture, d'Alembert en est un exemple par la partie philosophique, mais transmission de la connaissance également par la partie scientifique et par la partie scientifique actuelle qui résulte d'Alembert. C'est-à-dire qu'on est ouvert sur les autres académies, on est ouvert sur la cité et sur le monde extérieur, et on est ouvert sur le futur, et pour ça, on est nécessairement ouvert sur la jeunesse.